passé de 17 minutes. Voici à la une en Israël. À la une en Israël aujourd'hui, les sujets ne manquent pas. Je vous le disais juste avant la pub, nous avons la chance d'avoir dans notre studio aujourd'hui son Excellence l'ambassadrice de l'État d'Israël en Belgique au Luxembourg, Idit Rosenzweig-Abu, et les sujets que vous allez évoquer, Lise, avec notre invité, ne sont autres que, bien sûr, les frères musulmans, dont on parle beaucoup et qui sont déclarés groupe terroriste récemment par le président américain Donald Trump. On va également parler d'antisémitisme en Belgique, un des combats qu'a mené pendant tout son mandat depuis qu'elle était en Belgique, Idit Rosenzweig-Abu. Et on va parler aussi de géopolitique internationale. Je vous laisse parler de tout cela avec notre invité, Lise. Idit Rosenzweig-Abu, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être dans nos studios à Bruxelles. Pour une fois que j'y suis aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, on va commencer avec cette décision importante de Donald Trump de désigner les frères musulmans comme organisation terroriste étrangère. Il était temps. À quel point c'est important, à quel point ça peut changer les choses, Idit? Well, it's a start of a change, but it is not the change. The Muslim Brotherhood is a vast organization, and the American designation talks about the Egyptian branch and the Saudi branch, and I think also the Emirati branch. It doesn't speak yet about the Muslim Brotherhood within the US. The Muslim Brotherhood, one has to understand, is a movement that is first and foremost directed at Muslims, and its motto is Islam is a solution for everything, which means Sharia law, which means having Muslim rule everywhere in Arab countries and outside. In 1991, there was a plan that was exposed about it's called the 100-year plan of the Muslim Brotherhood to influence the US. To infiltrate the US, to culturally influence the US. You see now that the only place where Muslim Brotherhood is defined as a terror organization is in Arab countries. It's in Egypt, and it's in Jordan, and it's in Saudi, and it's in the Emirates, because this is where regimes try to come close to the West and have some liberal values, like some sort of an equality for women, some sort of right to vote, and these organizations were not afraid to use violence against establishments, especially in Egypt, where they were involved in an attempt of assassination against Nasser and against Sadat, and an assassination of a minister, in order to enforce what they consider the idyllic way of life, the Islam rule, over Arab countries. Let me translate, please. Alors, c'est un début de changement, mais ça n'est pas le changement qu'a initié Donald Trump. Il faut comprendre que les frères musulmans, c'est un mouvement qui est très vaste et que pour l'instant, le projet américain parle surtout de la branche égyptienne, de la branche saoudienne et un peu de la branche émirati, mais n'aborde pas pour l'instant la branche américaine. Or, on se rend bien compte que les frères musulmans sont implantés aussi là-bas. Au départ, les frères musulmans sont censés s'adresser aux musulmans, mais en fait, l'islamisation est la solution à tout, selon eux, ce qui implique aussi le fait de mettre la charia et de mettre les lois islamiques partout. Il y a un plan qui s'appelle le plan 101 pour infiltrer les États-Unis, qui a déjà été mis en œuvre par cette organisation. Et on se rend compte en fait que les seuls qui ont déjà défini comme terroristes l'organisation des frères musulmans, ce sont les pays arabes, comme justement l'Égypte, des régimes qui finalement sont devenus plus proches de l'Occident et qui se sont rendus compte de l'influence de cette organisation des frères musulmans et qui ont essayé de mettre en place une sorte d'égalité pour les femmes, une sorte de droit de vote, etc. et qui sont même prêts à user de violence face à cette organisation des frères musulmans. Et je pense particulièrement à l'Égypte, puisque les frères
frères musulmans étaient impliqués dans des attentats contre Nasser, contre Sadat. Et donc, il faut bien voir qu'on a des gens en face de nous qui pensent que l'islamisation est la voie idéale pour tout le monde. Alors, c'est effectivement un début, comme vous le disiez. Ils n'ont pas parlé des frères musulmans aux États-Unis, mais ils n'ont pas non plus parlé, Idit, des frères musulmans en Europe, et particulièrement en Belgique, où on sait que ça fait des années qu'ils sont vraiment fortement implantés. It's true. Not just in Belgium, in France as well, in the UK as well. It's a way of life that is easy to connect to people that have economic trouble, that have cultural trouble, incorporating into a big society. And what started in a way in Arab countries to make Arab countries more Muslim became a way for Muslim communities here to prevent them here or in Europe in general, to prevent them from integrating, to make sure that they enforce the Muslim values as much as possible on general society rather than incorporate the values of the general society within the community. And it's done by culture, and it's done with education, and it's not just done with suggestion of violence. However, the transfer into violence comes as it came in Egypt, and as it comes once people are isolated, once people do not feel a part of society. It's a natural evolvement. It happened before, and the real danger, as we saw in the French report, that it would happen again in Europe. Alors effectivement, le rapport ne parle pas des frères musulmans en Belgique, mais c'est pas seulement en Belgique, c'est aussi en France, c'est aussi au Royaume-Uni, et il faut comprendre que en fait cette philosophie des frères musulmans, c'est une façon de vivre qui est facile à transmettre à des gens qui ont des problèmes culturels, des problèmes économiques qui sont un peu fragilisés, et ça a été fait véritablement et pensé pour empêcher les communautés musulmanes d'être intégrées dans les sociétés occidentales. Et donc il y a une inversion des valeurs. Au lieu que ça soit les valeurs occidentales qui rentrent dans ces populations musulmanes, c'est ces valeurs de l'islam qui rentrent et qui veulent rentrer dans la société occidentale. Et ça se fait par la culture, par l'éducation. Et il n'y a pas tout de suite une suggestion de violence, mais elle arrive naturellement quand vous avez des gens qui sont isolés, quand vous avez des gens qui ne se sentent pas bien, qui ont des problèmes, alors ils arrivent naturellement à la violence. I would like to add here, it's not the values of Islam only. It's the most extreme interpretation of Islam. Because you have many interpretations of Islam. Sufi is very peaceful. There are many interpretations of Islam. But it's the most restrictive, the most conservative, the most unenabling for a discussion with other cultures. And it evolved into violence because, first of all, within the Muslim communities. So you put violence over women. So whoever doesn't wear the scar or the hijab and then the burqa has violence thrusted upon her, or marriage at a young age, or multiple marriages. So it starts with violence within communities and goes on to anger towards the general population. Alors l'ambassadrice voulait rajouter qu'évidemment il ne s'agit pas de tout l'islam, mais de l'interprétation la plus extrême de l'islam. Il y a des parties, comme elle le rappelait, d'interprétation de l'islam qui sont tout à fait proches de la paix, mais ce n'est pas le cas là. On est vraiment sur quelque chose de très restrictif, de très conservateur, d'un islam qui ne souffre aucune discussion. Et ça commence à l'intérieur des communautés musulmanes par de la violence, notamment envers les femmes. D'abord, on leur reproche de ne pas mettre le voile, et puis pas le hijab, et puis pas la burqa, et ça ne cesse d'augmenter. Ensuite, on parle aussi des mariages avec des petites filles, des très jeunes filles, ou de plusieurs mariages. Et ensuite, ça se transmet de ces communautés musulmanes vers la société occidentale qui est visée. Alors, évidemment, ambassadrice,
cette infiltration en Belgique, notamment des frères musulmans, elle pose un problème à la communauté juive et elle fait partie des causes qui occasionnent beaucoup d'antisémitisme dans ce pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la réponse? Est-ce qu'il y a eu des changements avec le nouveau gouvernement dans ce combat contre l'antisémitisme que vous menez, et encore plus depuis le 7 octobre? I think first, regarding the Muslim Brotherhood, there's more awareness in current government and less desire to deny it. There's a political price when you name a phenomenon. So I think current government is, especially some parts of the current government, are very persistent in pointing out the phenomena and also dealing with indicators of violence that are arising, which is very important. I think anti-Semitism is built on more than that. So I think dealing with there is something very like an excuse. It's not Belgian anti-Semitism. It's Muslim community against Jewish community, and I think that just takes the responsibility. Takes the responsibility off this discourse. Anti-Semitism in Belgium is not just Muslim anti-Semitism. There is a lot of examples of anti-Semitism in press, and anti-Semitism in universities, and anti-Semitism in the real estate market with renting apartments, and not everyone that pushes someone in Antwerp is Muslim. So this needs to be addressed much wider. This is why Belgium needs a strategic plan. And that is why Belgium needs to look at it in a much wider perspective. It deals with education. There was the report from IPAC about the Belgian education system. It wasn't Muslim schools, but they found materials in different schools with questions like, why are the Jews so hated? That was a question in educational material within Belgium. So when you demonize Jews within your educational material in regular schools, of course there would be anti-Semitism. So I think it's a much wider phenomenon. It's not just a Muslim phenomenon, and it needs to be dealt on that level. And on that level, we're still waiting. When I say we, it's not an Israeli. It's not we as Israel. We as Jews. We as I feel very close to Jewish community of Belgium, waiting for a more serious, comprehensive approach towards anti-Semitism and that level. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'il y a plus de prise de conscience, notamment en Belgique, mais aussi dans les autres pays d'Europe, de ce phénomène. Et il y a toujours un prix politique à payer une fois qu'on a conscience des phénomènes. Mais et c'est vrai qu'il y a peut-être dans ce gouvernement plus de volonté de se rendre compte des indications qui sont là et qu'on voit augmenter, et c'est déjà important. Mais il faut assumer la vérité, l'antisémitisme est construit sur bien plus que ça, et pas seulement en Belgique, mais c'est une confrontation réelle entre la société musulmane et les communautés juives, on est obligé de le dire comme ça. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi de l'antisémitisme qu'il y a dans la presse, qu'il y a dans les universités. On le voit même sur le marché de l'immobilier, des gens qui refusent de louer des appartements à des juifs. Et évidemment, chaque personne qui pousse un juif à Anvers n'est pas un musulman forcément. Donc, il faut à tout prix que la Belgique ait un plan stratégique de lutte contre l'antisémitisme. Quelle est cette perspective plus large que concerne ce phénomène pour pouvoir le combattre? Je lisais par exemple le rapport de l'EPAC sur la Belgique et sur ce qui est enseigné. Et dans le matériel éducatif belge, il y a des choses qui posent problème et ça n'a rien à voir avec les musulmans. Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Pourquoi est-ce que les juifs sont détestés? Ça n'est pas normal d'avoir ce genre de questions dans du matériel éducatif. Donc, il faut que l'antisémitisme soit traité comme ça, à chaque niveau. Et évidemment, on attend de ce gouvernement plus de choses. Et quand je dis nous, ce n'est pas nous en tant qu'État d'Israël dont je suis l'ambassadrice, mais c'est plutôt nous en tant que juifs, nous en tant que communauté juive de Belgique dont je me sens très proche. Et évidemment, on attend un véritable changement de ce côté-là.
Alors, je voulais qu'on parle aussi de ce qui se passe dans le reste du monde, mais le reste du monde qui concerne Israël, Madame l'ambassadrice, et notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui semblent être les nouveaux amis de Donald Trump. Est-ce que c'est dangereux pour Israël, ces alliances de Donald Trump avec l'Arabie Saoudite et le Qatar? I think dialogue is important. I would not downgrade it to descriptions like in kindergarten. This is my best friend, and this is my second best friend. I think Qatar as a state is very dangerous. The way it finances hate and instability in the U.S. and in Europe and in general, we keep forgetting because memory is short. That just, I think it was 2.5 years ago, there was a big scandal of Qatar bribing European officials with people with large sums of money found in their houses. I think Qatar has no limits. With that said, I think also Qatar has influence. And it is important that the U.S. is able to pressure Qatar and the U.S. is able to negotiate with Qatar. And Saudi Arabia, on the other hand, did not show the same kind of interference in the U.S., in Europe as well. And it is a very important factor in the region. And I think it's important that there are connections between the U.S. and close connections between the U.S. and Saudi Arabia, and that can also be part of the solution or part of progressing in the region. So it's a complicated question, but we've seen President Trump bring results to the region that no one else could. So I hope that he would continue to bring results. The war ended, the hostages, most of them came back. I hope he continues to bring good results to the region. Maybe he speaks in a way that the Qataris and the Saudis can understand better. Alors, le dialogue est toujours important. Et on n'est pas ici au jardin d'enfants, donc je ne vais pas dire celui-là c'est mon ami, celui-là c'est pas mon ami. Donc c'est vrai que le Qatar en tant qu'État est très dangereux, que c'est un État qui finance la haine et l'instabilité dans la région et même jusqu'aux États-Unis, on l'a vu. Et parce qu'on a aussi une mémoire un peu trop courte, on a oublié que le Qatar a été au centre d'un énorme scandale il y a à peine 2 ans et demi, où on les a vus corrompre des fonctionnaires européens, ou des officiels, où on a trouvé énormément d'argent chez eux. Donc le Qatar n'a pas de limite, mais le Qatar a aussi une influence et elle est importante. Et donc c'est important aussi que les États-Unis puissent eux-mêmes avoir de l'influence sur le Qatar. Et quant à l'Arabie Saoudite, c'est un peu différent. Elle n'a pas montré le même genre d'interférence néfaste dans la région, mais c'est un pays très important au Moyen-Orient et il faut effectivement qu'il soit d'une manière ou d'une autre dans la solution de progresser au Moyen-Orient. Alors, je dois dire que Donald Trump a eu des résultats au Moyen-Orient que personne d'autre avant lui n'avait eu. La guerre est tout de même proche de se terminer. La plupart des otages sont rentrés à la maison. Donc oui, on espère qu'il va pouvoir continuer sur cette route à apporter des résultats dans la région. C'est ça aujourd'hui le but. La guerre est terminée peut-être ou bientôt terminée, on va dire, à Gaza, mais elle n'est pas terminée avec l'Iran, ambassadrice, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Elle n'est pas terminée avec le Hezbollah, loin de là. Au Liban, on a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus prêt à la guerre parce qu'on a tout de même éliminé une grosse partie du front iranien contre Israël? I think if we look at our situation vis-à-vis Iran and we compare it to our situation 2 years ago, strategically, our situation is better. I wish we didn't have to go through everything we went through. But strategically, a big portion of the Iranian nuclear plant have been hurt. They've been hurt in the maximum way that is possible to hurt them from a military perspective.
The Iranians are in an extreme economic crisis. The sanctions are back. They're speaking about relocating their capital from Tehran because they don't have enough water. That's not because of us. We don't control the rain, although some people like to say we control everything. However, it's a real crisis because they don't have money to desalinate enough and to bring water to their capital. Hezbollah is still a problem. There was a huge window of opportunity in Lebanon with the government starting to assert itself against Hezbollah. And Hezbollah was a bit, in plain words, shocked in the beginning and did not react with full force and was pushed back extensively. And we saw real intent by the Lebanese army and by the Lebanese government. Hezbollah is now trying to recover and push back because they realize the Lebanese government wants to go all the way. At the end of the day, a soldier in the Lebanese army earns third of a soldier in Hezbollah, and it has an effect. So we hope that this window will not close. And one of the reasons why we went on this operation is also to show the Lebanese that we are not going back to this closing our eyes to the threat policy. And we will not hesitate to interfere again. That is another consideration for the Lebanese government. They don't want another war. So that the Lebanese government has more motivation to really push forward what they want to push forward. I expect the international community, finally, after so long, there is a chance and a beginning of a positive progress, that instead of conferences and conferences about Palestine, that there would be conferences about how to support the Lebanese government. And that it was be top priority in European foreign policy, but I didn't see it at the FAC recently. So I would hope that this would be put as a priority for the international community. Alors, en ce qui concerne effectivement la situation vis-à-vis de l'Iran, si on la compare avec ce qui était il y a 2 ans, c'est sûr, c'est mieux. J'aurais mieux aimé qu'on ne supporte pas tout ce qu'on a supporté en Israël et à l'international depuis 2 ans, mais si on fait le constat, du point de vue du nucléaire, l'Iran a été frappé massivement, ou en tout cas le plus qu'il était possible en termes militaires. L'Iran est dans une crise économique énorme, les sanctions sont de retour, ils sont même en train d'envisager de bouger la capitale de Téhéran parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors en l'occurrence, on accuse aussi les Israéliens et pourtant c'est pas nous qui contrôlons la pluie, bien que beaucoup de gens disent que nous contrôlons tout. Ils vont, même si c'est vrai qu'il y a une réalité derrière, c'est que s'ils avaient assez d'argent pour désaliniser suffisamment d'eau et l'amener à Téhéran, ils n'auraient peut-être pas besoin de bouger Téhéran. Ensuite, il faut comprendre que le Hezbollah est toujours un problème. Alors qu'il y a eu une fenêtre d'opportunité exceptionnelle avec le Liban, que le Hezbollah a été choqué de la riposte israélienne, de la façon dont on l'a repoussé. Et on sent tout de même une intention réelle de la part du gouvernement libanais de les désarmer et de les sortir un peu de leur pays. Mais il y a une intrication entre le Hezbollah et l'armée régulière libanaise et ça, c'est toujours très compliqué. Mais aujourd'hui, on est en train de montrer au gouvernement libanais et au Hezbollah qu'on ne reviendra pas au fait de fermer les yeux sur le danger qu'il pose par rapport à Israël. Et le gouvernement libanais ne veut pas une autre guerre. Donc nous attendons qu'il fasse sa part véritablement avec ce qu'il a dit. Et moi, personnellement, j'attends de la part de la communauté internationale qu'elle soutienne justement ce gouvernement libanais et qu'au lieu de faire des tonnes de conférences sur la Palestine qui pour l'instant n'aboutissent pas à grand-chose, elles choisissent de mettre le Liban en priorité et véritablement d'apporter du soutien au gouvernement libanais là-dessus. Revenons un peu en Europe pour la fin de cet entretien. Je voulais qu'on parle un peu du boycott, entre guillemets, des entreprises israéliennes. On a vu la semaine dernière à Minipol un épisode où on a dit pas d'entreprises israéliennes, puis Gideon Sa'ar a parlé avec la France et puis finalement les entreprises israéliennes ont été autorisées à venir.
Comment ça se passe aujourd'hui, selon vous, en Europe, du point de vue de ce boycott vis-à-vis des entreprises israéliennes? I think trade in general was affected by the war. It was affected because of supply chains. If we didn't have flights for a long time, and there was an issue also with the Houthis, with ships, it affected the train. Pressure from different organizations, civil society organizations, affected, for example, supermarkets in Finland and some places in the UK. We don't see, statistically, we don't see a big decrease, but it is a concern. And it is a concern because Israeli products will find other markets and are already finding other markets, whether it's the Indian market, whether it's other places in Asia. So the products will be exported. I don't think it's good for Europe that the products would not be exported here. So we hope that we can recover the good atmosphere that we had. And I have to say, before the war, we had a very good atmosphere in the sense that the export to Belgium was growing every year. Alors, en ce qui concerne le commerce, en général, il a été affecté par la guerre. On ne peut pas dire autrement. Il y a eu aussi tous ces problèmes des Houthis qui attaquaient les bateaux et du fait des livraisons qui ont été retardées partout. Il y a eu une pression véritablement de certaines organisations civiles, que ce soit un supermarché en Finlande ou d'autres choses au Royaume-Uni. Mais ça n'a pas, en tout cas, on n'a pas vu dans les statistiques véritablement une chute dans le commerce israélien. Et il faut comprendre, même si ça reste un sujet, il faut comprendre que les produits israéliens trouveront toujours d'autres marchés sur lesquels être exportés, que ça soit en Asie, en Inde ou ailleurs. Mais ce que je pense personnellement, c'est que ça n'est pas bien s'ils ne sont pas exportés ici en Europe. Ça n'est pas bien pour l'Europe non plus. Et donc j'espère évidemment qu'on reviendra à cette bonne atmosphère qu'il y avait avant la guerre, où justement les exportations israéliennes, notamment avec la Belgique, étaient constamment en augmentation. Je voulais qu'on termine justement par la Belgique, ambassadrice. Il y a eu un scandale récemment sur Mohamed Al-Khatib. On disait que ce terroriste qui a participé au 7 octobre était en Belgique. Après, visiblement, il en est parti. Comment ça s'est passé avec le gouvernement belge et est-ce que vous avez été contente dans la façon dont il a traité cette affaire? Well, I have to tell you maybe a scoop, something you don't know. Well before this was published, I personally transferred all the material about this person 5 days before it was published, to the Belgian authorities, to the security authorities in a very organized way. So we were hoping that they would arrest him before this goes to the press. I think I saw what the Minister of Migration said in Parliament. She said he had a refugee status from Greece and he entered Belgium because if you have a refugee status in the European Union, you can come in. And then he asked for refugee status in Belgium and it's now pending in the courts. But what I didn't hear, and which is all good and well, and it's good that there was work done to understand how did he get in and if he's still in Belgium. But what I didn't see is that they are going to investigate him, because even everything that was published, okay, and not everything was published, but even all the material that was published is very much enough to have a warrant waiting for him in case he gets back to Belgium to question him about his participation in the 7 October. There was much, much less given to the police about the 2 soldiers that were delayed in Tomorrowland. And by the way, none of them were in Gaza. One of them was from Central Command and one of them was for Northern Command. But about the 2 soldiers that were delayed in Tomorrowland. And still, within less than a day, there was a warrant to delay them for investigations. So what I expect now, there is much more proof that this person at least took part in this massacre, in this obvious war crime, that there would be a warrant
waiting in the Belgian systems in case he decides to come back to Belgium, to be investigated, to explain his pictures with Hania, to explain his comments about rocket attacks on Israel minutes before the rocket attacks happened, to explain what he was doing exactly on the 7th October, marching into Israel with these people. So this is what we expect. This, I haven't heard anything yet. A declaration from the prosecutor, from the Minister of Justice, saying that if he returns here, he will be questioned. So I'm very much waiting for that. Alors, peut-être que je vais vous donner un scoop, mais en tout cas, bien avant que ça soit publié, cette affaire dans la presse, 5 jours avant, justement, j'avais donné de manière excessivement organisée toutes les informations au gouvernement, au parquet, aux autorités, en espérant qu'ils allaient l'arrêter. Et ça n'est pas ce qui a eu lieu. Alors j'entends que la ministre de l'Immigration a dit qu'il avait un statut de réfugié de la Grèce et que quelqu'un qui a un statut de réfugié de l'Europe est accueilli en tant que tel. Maintenant, il a demandé un statut de réfugié à la Belgique qui attend d'être accepté ou pas par la Cour. Donc, c'est déjà pas mal qu'ils aient fait du travail pour se rendre compte de comment il a atterri ici, mais j'aimerais bien qu'ils fassent du travail pour vraiment savoir ce qu'il a fait le 7 octobre et le cas échéant le condamner, mettre un mandat d'inculpation pour le cas où il reviendrait en Belgique, qu'il y ait au moins quelque chose qui l'attende. En quelques jours à peine, en même moins d'une journée, en ce qui concerne les 2 soldats israéliens à Tomorrowland, qui au passage n'étaient pas à Gaza, puisqu'il y en a un qui faisait partie du commandement central et l'autre du commandement du Nord, ils ont tout de suite obtenu un mandat. Et là, par contre, sur lui, on n'a rien. Donc j'attends véritablement qu'on définisse ce qu'il a fait, de quelle manière il a pris part au massacre du 7 octobre et qu'au minimum, il y a un mandat qui l'attende s'il revient en Belgique, qu'il donne des explications sur ce qu'il faisait ce jour-là, des requêtes. Et pour l'instant, je n'ai entendu aucune réponse, donc c'est véritablement très important d'en avoir. Merci beaucoup, ambassadrice Idit Rosenzweig-Abu, d'avoir été avec nous ce matin pour cette interview un peu large. On vous souhaite une bonne fin de mandat puisqu'on sait que vous terminez cet été. On a encore 6 mois à vous avoir ici. On sera toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup.